Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Salut Enzo. Trop cool, trop sympa d'être venu Camille. Pour la petite histoire, Camille, on a une connaissance commune parce que c'est aussi ça Phoenix, c'est aussi un projet réseau collaboratif et c'est ça, un réseau commun qui commence à s'étendre de plus en plus. Et donc c'est Noémie Kempf qui nous a fait nous rencontrer, enfin échanger d'abord et puis aujourd'hui nous rencontrer au Sable d'Olonne. Exactement, vous entendrez peut-être des mouettes. Chance à vous. Ah, les mouettes ici, c'est protégé d'ailleurs, je crois. Oui. Bah, en tout cas, on en prend soin et on y fait gaffe parce qu'elles détruisent un petit peu aussi le littoral. Bon, trop bien. En tout cas, merci beaucoup Noémie si tu nous écoutes. Et pour ceux qui nous écoutent, allez écouter le podcast de Noémie, de Storyline, qui est un super podcast, super beau projet. Grosse newsletter aussi, elle fait un taf de titan. Donc super nana, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait. Maintenant, on a parlé de Noémie, mais qui es-tu toi Camille? Peux-tu te présenter pour tout le monde? Qui suis-je? Alors je m'appelle Camille Coco. Petit nom vendéen, donc on est bien dans le thème. Je suis une jeune femme de 32 ans. Je vis à Nantes et j'ai été parisienne, donc je suis revenue vivre à Nantes il y a 2 ans. Après une aventure parisienne de à peu près 5 ans. Et aujourd'hui, je suis indépendante, consultante en Growth Strategy. J'aide donc les entreprises à gérer et générer leur croissance, surtout des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises. Voilà. Très clair. Et aujourd'hui, Camille, pour toi, c'est quoi ta définition de l'échec? Vaste question que la définition de l'échec. L'échec, je pense que c'est un petit peu... ça dépend des personnes, ça dépend de ce que chacun attend de la vie. Et très probablement que ce n'est pas perçu de la même façon par tout le monde. En ce qui me concerne, je peux me sentir très très vite en échec, ce qui est probablement assez... nouveau pour les personnes qui me connaissent, qui vont peut-être découvrir ça. Mais oui, je me sens très vite en échec et tout simplement, en ce qui me concerne, l'échec, ça va être juste ne pas réussir à atteindre un petit objectif que je vais m'être fixé, qu'il soit petit ou grand. Et comme j'ai tendance à me fixer des objectifs un petit peu haut par rapport à ce que je suis capable de faire, je loupe souvent mes objectifs. Mais d'un autre côté, en ce qui me concerne, les objectifs, c'est aussi une façon d'aller plus loin et de m'améliorer. Et donc, du coup, l'échec, c'est vraiment une partie très prenante de ma vie et de comment je mène ma vie, en fait. Et vous verrez, ma vie comporte beaucoup d'échecs. C'est parfait, du coup, t'introduis du coup la suite. Aujourd'hui, on va parler de quoi alors comme type d'échec? On met toujours des guillemets sur ce terme qui est pas du tout péjoratif, en tout cas pas sur ce podcast. Mais t'as été confronté à quoi comme difficultés qui t'ont permis de grandir derrière? En fait, au tout début, quand on a commencé à se parler, Enzo, j'étais partie plutôt pour parler de mes échecs professionnels. Et donc, il y en a plusieurs. Il y en a, on va dire, surtout 2. Un burn-out et un harcèlement moral qui m'a obligée à quitter un travail. Mais en fait, j'ai pris beaucoup de recul en discutant avec toi et c'était pourtant il y a que 48 heures. Mais j'ai pris beaucoup de recul et j'ai mis ça en perspective avec les échecs de ma vie, qu'ils soient aussi bien amoureux, relationnels de manière générale. Et en fait, ils sont tous soulignés par un fil rouge qui était la mécompréhension de qui j'étais dans mon ADN, littéralement. Puisque j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, il y a moins d'1 an, que j'avais une condition, on va dire, qui s'appelle être HPI, haut potentiel intellectuel. Et donc tu as fait le test et là ta vie a changé. Oui, ma vie a beaucoup changé. Donc haut potentiel intellectuel, ça fait un petit peu peur comme nom et personnellement, c'est pas du tout la terminologie que je préfère, mais c'est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui. Littéralement, c'est donc des gens qui ont un fonctionnement de cerveau qui diffère de la norme.
Je vais vous décrire un petit peu ça. Globalement, donc, dans nos gènes, il y a une partie de code qui va coder comment le cerveau se monte, comme un meuble Ikea. C'est le même code qui marche pour 98% des gens. Sauf que dans tout code génétique, il y a forcément des déviations, comme il y a des déviations des yeux marrons qui deviennent parfois des yeux bleus. Et ben, il y a le code du montage du cerveau qui a différé chez certains humains. Et aujourd'hui, il y a 2% de la population à peu près mondiale. Donc c'est un chiffre, une évaluation, hein, c'est pas toujours sûr, mais à peu près 2% qui est monté différemment du reste de la population. Et ces gens-là sont donc appelés HPI. Pourquoi ? Parce que le premier truc qu'on a remarqué, c'est que ces gens-là ont généralement un QI plus élevé que le reste des 98% de la population. C'est, on va dire, un symptôme de ce montage qui est différent. Ça aurait très bien pu être un retard mental. Il se trouve que c'est plutôt, en général, une petite avance, voire une grande avance. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça veut dire qu'on appréhende le monde de façon très très différente et qu'on détonne. En général, les HPI se font remarquer parce que dans un groupe, ils sont ou ultra introvertis ou ultra extravertis. Dans mon cas, c'est plutôt très extraverti. Et en tout cas, la plupart du temps, voilà, c'est des personnalités qui se remarquent et ils ont tellement une façon différente d'approcher le monde que quand on ne sait pas qu'on est HPI, ça peut mener à tout un tas d'échecs dans la vie puisqu'on va se borner, s'évertuer à arriver à des choses qui ne sont pas en fait naturelles pour soi. Et c'est en fait mon cas. Moi, je me suis forcée à faire des choses qui n'étaient pas naturelles par rapport à ma nature propre. Et ça a mené à pas mal d'échecs. HPI, du coup, on n'est pas forcément sur, comme tu disais très bien, des personnes qui sont... Bon, tu dis qu'il y a un potentiel de QI plus élevé que la moyenne, mais on n'est pas forcément sur des personnes qui sont ultra intelligentes par rapport à d'autres, mais tu parlais d'une hypersensibilité, en revanche, sur des profils comme cela. Il y a... La plupart des HPI sont aussi HPE, donc haut potentiel émotionnel. Donc ça, c'est un concept qui est encore pas très bien travaillé et reconnu dans la recherche, mais en tout cas qui est beaucoup discuté par et les gens qui font de la recherche là-dessus et les communautés autour des HPI, les personnes qui, entre guillemets, en souffrent. Ce n'est pas une maladie. Mais donc, du coup, oui, la plupart, en fait, démontrent une très, très, très grande empathie, une très, très grande sensibilité aux émotions des autres. Et ça a l'air d'être un trait commun, en effet, aux différents HPI. C'est-à-dire que, pour parler de mon exemple à moi-même, je vais être très fortement influencée par les émotions des gens qui m'entourent. J'ai d'ailleurs toujours dit ça, même sans le savoir, que j'étais une caisse de résonance. J'ai toujours dit, moi, voilà, si quelqu'un rentre dans une pièce et est extrêmement triste, je vais être extrêmement triste. Et ça peut durer en plus. Je suis non seulement une caisse de résonance, mais en plus j'ai un prime. Et puis si quelqu'un est très excité, ça va aussi beaucoup m'exciter et donc du coup c'est assez fatigant en fait de ressentir tout le temps les émotions des autres. C'est vrai que c'est assez fatigant. Il y a une notion de miroir du coup là-dedans. Exactement, à chaque fois. Une notion de miroir et ça peut aussi déteindre sur nos propres émotions, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des fois, on sait même plus où est la limite entre ce qu'on ressent vraiment et ce que les gens ressentent, ce qui peut être aussi assez problématique dans la gestion des émotions de manière générale. Ouais. Quand tu parlais du coup de burn-out, ça s'est passé du coup comme ça en fait. Tu savais plus toi où tu te situais, ce que tu voulais réellement et Alors pas vraiment. Donc mon burn-out est arrivé en début d'année 2018. J'avais donc fondé, dirigé, mené ma propre entreprise sur Paris pendant 4 ans et demi, qui s'appelait Sparks & Co. C'était une agence de communication internationale et on travaillait principalement pour la recherche au niveau mondial et donc notre client principal, c'était la Commission européenne. C'était une histoire que j'avais pas du tout anticipée dans ma vie, que j'avais un petit peu chopé au vol, comme beaucoup de choses. Ça s'était extrêmement bien passé. J'ai fini avec 13 salariés. C'était une histoire complètement folle. Et puis, pour des histoires de business model, de gestion de la croissance, vous verrez le fil rouge, ma boîte s'est plantée. Et en fait, oui, il y a une histoire de gestion des émotions. En tout cas, je pense que c'est assez commun à tous les chefs d'entreprise qui perdent leur entreprise à un moment T. C'est que on tombe forcément dans une spirale qui est très forte. Moi, j'avais mis beaucoup de choses dans cette entreprise-là. Et
Je pense que ce qui a été le plus dévastateur pour moi, en tout cas, c'était de perdre mon équipe. Alors oui, d'un point de vue financier, ça a été super compliqué. J'ai été forcée de quitter Paris puisque j'avais plus les moyens de payer mon loyer. Oui, il y a eu tout ça et ça, c'est sûr, c'est pas facile. Mais je pense qu'en fait, le truc le plus terrible pour moi, c'était vraiment de perdre cette famille que je m'étais construite, en fait. Alors, c'est sain ou c'est pas sain, chacun aura son avis là-dessus. En tout cas, moi, je peux pas travailler si je suis pas, entre guillemets, amoureuse des gens avec qui je travaille. J'ai besoin d'avoir une forte connexion émotionnelle et de me sentir, voilà, comme en famille, d'être capable de parler avec ces gens-là, d'échanger énormément. Et pour vous dire, aujourd'hui, ça fait donc un peu plus de 2 ans que c'est terminé et on a toujours notre groupe sur Facebook avec mes anciens salariés et dans quelques semaines, je vais en marier une et on est toujours hyper proches, on se raconte toujours des bêtises par gif, donc c'est vous dire à quel point qu'on était proches et pour moi, perdre l'entreprise, c'était surtout les perdre eux. J'avais très peur de perdre leur confiance, de perdre leur amour et donc oui, ça a été assez dur émotionnellement aussi. Ouais. Du coup, ça, c'est la période, comme tu dis, donc un des échecs, en tout cas, que tu as vécu, donc professionnel. Ouais. Et ça a été quoi, du coup, l'élément déclencheur qui a fait que, un jour, tu t'es dit, OK, je vais faire le test. Enfin, comment t'es venu, du coup, à ça, qui aujourd'hui te permet donc de rebondir totalement et de voir les choses totalement différemment? Eh bien, donc, suite à ce burn-out, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont toujours merveilleux et qui m'ont extraite de Paris de force en mode commando SWAT et qui m'ont fait venir en Vendée pour me requinquer un petit peu, prendre un peu de distance, respirer. Et j'ai voulu redémarrer ma carrière professionnelle en prenant un poste sur Cholet. Je vais pas trop en dire non plus, mais je vais juste vous dire que je travaillais dans l'industrie de l'enfant pour tout ce qui était ameublement, textile, jeux, etc. Et donc j'ai pris ce taf. Moi j'étais pleine d'espoir, comme toujours. Je suis quelqu'un de très positif et donc j'ai un peu tout donné. J'ai déménagé pour aller prendre ce travail. Et en fait ça s'est pas bien passé du tout. Je suis tombée progressivement plus bas par rapport à mes attentes. Donc on en revient à la notion d'échec, c'est aussi les attentes qu'on a par rapport aux choses qui étaient probablement bien trop élevées pour ce travail. Et donc ça s'est pas bien passé et je pense qu'on peut qualifier ce qui s'est passé de harcèlement moral à ce moment-là. J'avais un boss qui me tendait des pièges, histoire de tester ma capacité de travailler et ça a fini par me rendre très 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 malheureuse et surtout à me faire accepter que j'étais pas du tout bonne dans ce que je faisais et que j'étais vraiment à côté de la plaque. Et donc j'ai fini par partir au bout de 10 mois et c'est là que j'ai rencontré un coach professionnel qui m'a secoué un petit peu violemment, mais j'en avais sûrement besoin à ce moment-là. Mais tu l'avais rencontré comment, pardon, ce coach? Du coup, on te l'a conseillé? Ouais, c'était un conseil, c'était des relations pro, en fait. Quelqu'un qui m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir ce gars-là. Et donc voilà, après un burn-out, après du harcèlement moral, j'étais vraiment paumée sur qui j'étais. Tout ça en 1 an et demi, genre? Tout ça en 1 an et 2 mois. Ouais, super proche, super intense. Et donc, j'étais super paumée, non seulement d'un point de vue professionnel sur qu'est-ce que j'étais capable de faire, puisque j'avais été chef d'entreprise, j'allais pas être chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, en fait, on sait tout faire et on sait rien faire. Mes compétences métiers étaient diluées puisque j'avais acquis plein de compétences logistiques, de gestion, de compta, voilà. Donc en fait, j'étais bonne à tout, bonne à rien. Là, on venait de me dire que, en gros, je valais pas le coup, j'étais un peu une merde. Donc j'étais vraiment super paumée. Je suis allée voir cet homme-là et lui. Son gros apport, en fait, c'était pas de me dire Camille, tu oublies tout ce qu'on t'a dit, t'es bonne. Lui, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est surtout il faut que tu ailles te faire détecter. Je pense que tu es HPI.
Le mec, il l'a senti direct quand il t'a vu. Je crois que notre entrevue a duré 1h30, 2 heures à peine. Pendant les 3 premiers quarts de rendez-vous, il m'a asséné des vérités qui n'étaient pas très faciles à entendre. Mais dans une optique bienveillante, hein, histoire de me secouer un petit peu. Et puis en fin de rendez-vous, il m'a dit bon voilà, ce que je viens de te dire, c'est un fait, mais aussi surtout pour que tu trouves ta place aujourd'hui dans la société et que tu règles tout un tas de problèmes que tu as et que je vois, il va falloir que tu te fasses détecter parce que t'es pas au courant, mais t'es HPI et en fait, ça va te bloquer dans plein de trucs de ta vie. Tu vas vraiment buter constamment sur les mêmes choses sans comprendre pourquoi ça marche pas et sans comprendre pourquoi les gens réagissent pas comme tu y attends. Et voilà. Et moi, sur le coup, je savais pas du tout c'était quoi HPI. Je connaissais le concept des enfants surdoués, mais je connaissais pas du tout le pendant de ce que devenait un enfant surdoué, en fait. Qui d'ailleurs, c'est un petit peu limitatif encore. On parle d'enfants surdoués, c'est-à-dire qu'on parle de leur capacité cognitive et de leur QI, alors qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. C'est aussi au niveau du comportement. Mais en général, on le détecte par le QI. Et donc, du coup, j'ai d'abord rejeté en bloc tout ce qu'il m'a dit. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et surtout, pour moi, c'était vraiment à côté de la plaque. Je me suis dit, mais enfin... mais je suis pas du tout surdouée. mais il m'a complètement pas du tout compris, cet homme-là. Sans doute une remarque classique de surdoué, justement, et voilà, ce que tu viens de m'expliquer après. Et c'est très classique. Les HPI rejettent vraiment en bloc ça. Parce que c'est prouvé aussi, plus les gens ont un QI élevé, plus ils se rendent compte de la marge qu'il y a à atteindre avant d'atteindre l'excellence. Et c'est aussi prouvé que les HPI ont un syndrome de l'imposteur très prévalent. Donc, bon, pour moi, c'était vraiment du charabia. Et il m'a dit, bah écoute, tu sais quoi ? Si tu veux, m'écoute pas, mais va sur des groupes sur Facebook. Donc, il m'a pointé plusieurs groupes sur Facebook de gens qui se retrouvaient autour de cette thématique-là et qui avaient cette condition. Et vas-y, et puis tu verras bien si les discours qui sont tenus te parlent. Et je me suis inscrite sur les groupes juste pour regarder, en mode je vais lui prouver qu'il a tort, faut pas me prendre pour une buse, je vais lire et puis je le retrouverai après et puis je lui dirai n'importe quoi. Et j'ai lu, j'ai été observatrice pendant 2-3 semaines et ça m'a vraiment mis un coup de poing dans le bide, quoi. Tu continuais de le voir quand même à côté, même si tu stalkais un peu ces groupes-là pour essayer de comprendre? Non, je le voyais pas, mais je l'ai revu après, en effet, je pense peut-être au bout d'un mois. Et ça m'a vraiment pris au trip, quoi. Ça m'a retourné parce qu'il y avait des gens qui parlaient de leurs difficultés au quotidien, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, amoureuse, et qui butaient littéralement. C'est ce mot qui revient constamment. Moi, je l'ai beaucoup décrit comme j'ai la sensation d'avoir un petit singe sur un tricycle qui pédale et qui se prend un mur et qui continue à pédaler, en fait, et qui bute contre le mur. Et j'ai l'impression d'avoir ça dans la tête souvent. Et j'arrive pas à dire à ce petit singe, mais arrête. mais fais le tour, mon gars. Recule, tourne, je sais pas, fais quelque chose. Et en fait, c'est un ressentiment que j'ai souvent. Et en fait, j'avais vraiment, quand je lisais les descriptifs de ces gens, de leur vie, de leurs problématiques. Alors, ils parlaient pas de petits singes sur un tricycle qui bute contre un mur, mais ils décrivaient des choses, des ressentiments aussi qui étaient très très proches de ce que je pouvais ressentir. Et donc, du coup, j'ai fini par lui en reparler et il m'a donné le contact d'une neuropsychologue qui fait ce genre de test pour détecter. Alors, c'est des tests qui coûtent un petit peu cher. Donc, moi, je l'ai fait dans le Maine-et-Loire, donc c'était 250 €. C'est globalement le prix le plus bas que vous pourrez trouver en France. Et puis, sur Paris, ça monte facilement jusqu'à 450, 500 €, voire même, j'ai entendu parler de 600 € parfois. Donc, bon, il faut se préparer à dépenser un petit peu d'argent. Si vous avez des doutes, surtout n'hésitez pas, parce que moi ça a changé ma vie et ça a changé ma perception de l'échec justement, et ça m'a permis de remettre en perspective tout ce que je considérais être des échecs, et je les ai plutôt compris du coup comme des indicateurs de ma condition d'HPI et de ce qu'il fallait surtout pas que je fasse pour être heureuse. Ça consiste en quoi, du coup, ce test? Il dure combien de temps? C'est sur combien d'étapes? Alors, en général, donc, il y a 3 étapes. La première étape, c'est une discussion. Puisque, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas du tout que l'aspect QI plus important que la moyenne.
c'est surtout l'aspect comportemental qui compte. Donc, en général, les neuropsychologues vous font d'abord passer une partie discussion où on va vous poser plein de questions autour de l'enfance notamment, puisque la condition d'HPI a surtout été documentée par rapport à l'enfance, donc comportement de l'enfant. Donc, ça va être des comportements de remise en question de l'autorité, mais pas de remise en question de l'autorité par pur plaisir de remettre en question l'autorité, juste parce que ces enfants, en fait, ne comprennent pas des décisions, elles ne sont pas logiques ou elles ne sont pas justes. C'est vraiment pour ces raisons-là. C'est juste pour des raisons de justice sociale et de fait. Si le maître ou la maîtresse n'a pas raison de prendre certaines décisions, l'enfant surdoué va souvent se lever contre ça, en fait. Et donc remettre en cause l'ordre établi. Et puis il va y avoir donc le fait que les enfants vont aller plus vite à finir des choses, vont parfois du coup être perturbateurs parce qu'ils vont s'ennuyer, des choses comme ça. Donc il y a toute une question là-dessus, tout un tas de questions là-dessus. Ensuite, il y a tout un tas de questions aussi sur les croyances et la façon de travailler certaines questions. Je me rappelle des questions autour du mysticisme. Donc souvent, en fait, les HPI ont des croyances mystiques plus ou moins fortes. Ce qui va un petit peu à l'encontre d'un deuxième thème qui est le thème des faits. Donc les HPI ont en général une relation aux faits, littéralement aux facts, qui est très particulière, qui est une relation d'amour passionnel. Donc une personne HPI va être très 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 attachée aux faits. Pour vous donner mon exemple à moi, le simple fait d'évoquer les fake news, ça me rend malade, ça me fait mal au ventre, ça m'énerve, j'ai envie de taper sur les gens. Littéralement, ça me fait venir une rage en fait. Le fait qu'on puisse mentir et propager des mauvaises informations pour gagner une influence politique ou autre, ça me rend vraiment folle. Il y a tout un tas de questions autour de la relation au groupe. En général, les HPI font toujours passer les besoins du groupe dans lequel ils sont par rapport à leurs propres besoins. La question de la justice, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Voilà, pareil que la relation aux faits, la relation à la justice est aussi très passionnelle. Dans mon cas, je suis passionnément féministe, passionnément contre les discriminations raciales, les discriminations sexuelles, au point où je suis obligée de me mettre des limites dans mon implication parce que je sais que ça peut me bouffer. Ça m'a déjà bouffé et je suis capable de me déverser complètement dans ces thématiques-là pour rendre le monde plus juste. Et le but, c'est pas de m'épuiser non plus là-dedans. Donc, il y a tout un tas de thématiques comme ça. Ensuite, il y a toute la partie très technique, on va dire, où on vous fait passer un test de douance, un test de QI. Donc, c'est un test classique qui est pour le coup partagé dans le monde entier, qui s'appelle WISE 4. Et puis, en général, après, il y a plusieurs semaines où le praticien va rédiger un rapport. Et du coup, ça prend un petit peu de temps. Ils prennent un peu de recul et réanalysent vos mots. Et ils vous font ensuite une séance où ils retracent tout le processus de test. Ils en reparlent avec vous. Et à la fin, sur les quelques minutes qui restent, enfin, vous avez la délivrance du résultat, qui peut être un petit peu difficile à entendre. Et toi, du coup, ça a été quoi, c'est quoi les actions que tu as mis en place donc derrière, ça a changé quoi? Donc forcément, ça a changé toute ta compréhension donc de toi, comment tu voyais les choses, ça a changé sans doute plein de choses donc aujourd'hui dans ta vie. Ça a changé quoi concrètement? Déjà, comme m'avait prédit la neuropsy, je suis passée par un processus de deuil, c'est-à-dire le deuil de ma neurotypie. Les neurotypiques ou la neurotypie, c'est l'état normal du cerveau, en fait. C'est les gens qui ne sont pas HPI. Et donc, du coup, il faut faire le deuil de sa neurotypie. C'est comme quand on apprend n'importe quelle maladie, on va dire, ou condition sur sa santé. À un moment donné, il faut faire le deuil de ça. Il faut se dire, du coup, je suis comme ça. Et donc, du coup, je suis passée par la phase
où j'ai remis en cause le test. Ça a duré peut-être 8 jours, où je me suis dit, la neuropsy a tort. La neuropsy n'est pas professionnelle. Elle a probablement eu son diplôme dans une boîte de Kellogg's. Et puis après, il y a la rage. L'énervement vraiment du fond du cœur, quoi. À me dire, mais pourquoi on m'a pas détecté avant pourquoi les profs l'ont pas vu, pourquoi les instituts l'ont pas vu, pourquoi mes parents l'ont pas vu, parce qu'en fait ils ont tout vu. En discutant avec eux, bien sûr, ils ont tout vu. Ils ont vu que j'étais demandeuse d'attention, ils ont vu que j'étais tout le temps après les adultes, que je les arrêtais tout le temps, que je posais des questions très élaborées, des questions très compliquées, que quand je créais des mondes avec mes petites sœurs, c'était des mondes extrêmement complexes avec plein de races différentes, des mythologies dedans, enfin des choses vraiment très complexes qu'un enfant classique ne va pas forcément avoir avec autant de détails, de couches, etc. Et en fait, il faut aussi comprendre que moi j'ai grandi en plus au fin fond de la campagne, donc c'était pas du tout un thème abordé à l'époque. J'ai grandi dans les années 90, c'était pas vraiment connu. Et en plus, j'étais une fille. Et comme dans toutes les conditions de manière générale, les filles sont moins détectées. On voit la même chose avec l'autisme. La plupart des jeunes filles ne sont pas détectées. Et donc, voilà, il faut passer la phase de rage pour aller ensuite dans la phase de tristesse. Où là, on se dit, mon Dieu, mais j'ai 32 ans. Enfin, à l'époque, j'en avais 31. J'ai perdu 30 ans. Si seulement j'avais su, aujourd'hui je serais présidente de l'univers. Bien sûr que non. Of course not. Déjà parce que c'est pas parce qu'on a un QI plus important que on accède à des positions mieux placées dans la société. C'est d'ailleurs plutôt en général le contraire. Les personnes très intelligentes en général se cassent dans des métiers pas forcément plus haut placés. Et en plus de ça, si je l'avais su, ma vie aurait été juste hyper différente, juste pas forcément mieux, juste différente. Et puis enfin, il y a l'acceptation. Donc voilà, ça met déjà quelques semaines à passer ça. Et puis une fois qu'on arrive à l'acceptation, on arrive enfin à regarder toute sa vie et à l'analyser de manière un peu plus objective. Et dans mon cas, ça a été notamment l'analyse de toutes ces phases que je considérais comme échecs dans ma vie, comme les gros fails de ma life, quoi. Que ce soit les gros fails amoureux, les gros fails dans ma vie pro, de manière dans mes relations aussi parfois avec mes amis. Et en fait, j'ai pu du coup les regarder sous un angle complètement différent et j'ai tout redigéré. Et d'ailleurs, je continue aujourd'hui à redigérer tout ça sous ce prisme-là, en fait, en comprenant exactement quelles étaient mes obsessions, comment moi je pouvais percevoir les choses et pourquoi les gens ne percevaient pas les choses de cette façon-là. Et ça m'a permis de mettre beaucoup de nuances dans ce que j'appelais mes échecs. Ces échecs étaient surtout des échecs parce que je les mesurais à l'aune d'une échelle qui n'était pas la mienne, d'échelle qui était celle des neurotypiques. Mes échelles à moi sont différentes. Et donc, ce que ça m'a permis, c'est aussi de faire des choix, donc depuis l'acceptation, c'est-à-dire à peu près depuis décembre, janvier dernier, faire des choix dans ma vie qui sont plus en phase avec qui je suis, dans mon ADN, pour le coup, et qui prennent leur force, en fait, dans ce que je suis. C'est-à-dire, l'idée, c'est faire avec les cartes qu'on a et arrêter de lancer mon petit singe contre le mur et lui proposer une rampe, en fait. C'est pas mal, ça. Dire, ok, tu sais quoi, t'as envie d'aller tout droit? Ok, dans ce cas-là, je vais te mettre une rampe. Donc, du coup, il y a moins cette notion un peu on a toujours cette notion de cycle, je pense, dans la vie, ouais, avec des hauts, des bas. Mais donc, aujourd'hui, grâce à ça, toi, tu le maîtrises davantage, cette notion de... Je maîtrise, je sais pas si je le maîtrise, mais en tout cas, j'ai plus conscience des choses, en fait. J'ai un petit peu évolué dans ma carrière. Et donc, mon dernier poste, entre guillemets, était en tant que salarié et ça s'est pas bien passé. Et donc, j'ai décidé, à l'aune de tout ce que j'avais compris, de me remettre indépendante, mais cette fois-ci vraiment indépendante à mon compte, à moi, avec moi comme chef et personne d'autre à gérer. Parce que j'ai compris que le salariat, ça allait être compliqué pour moi. Que pour que ça marche, le salariat, il allait falloir que je trouve une hiérarchie qui
qui était hyper ouverte à ma façon de travailler, qui est particulière en fait. Ça y est, je l'ai accepté. Ma façon de travailler est particulière, c'est-à-dire que même si j'ai des gens au-dessus de moi, je vais les traiter comme si c'était mes pairs. Et surtout, je vais attendre d'eux qui collaborent avec moi comme si on était au même niveau. Et surtout, s'ils font de la merde, je vais leur dire. et ça, c'est pas forcément accepté par toutes les hiérarchies. Même la plupart du temps, ça l'est pas. Et donc, du coup, plutôt que de m'évertuer à essayer de trouver des postes dans lesquels je pourrais être heureuse, ok, on va partir du principe que ça va être hyper compliqué, que du coup, j'ai plus de chances d'être heureuse en étant toute seule et en étant ma propre boss. Donc, même si j'avais vraiment pas du tout envie d'être de nouveau à mon compte, parce que j'avais été très échaudée par la liquidation de mon entreprise et tout ça, je me suis quand même lancée à mon compte. Et donc là, ça fait 7-8 mois et c'est vachement cool en fait. Parce que je gère mes clients. Alors, il y a toujours une relation un peu de type hiérarchique avec les clients, mais c'est mes clients. Et du coup, je peux quand même leur dire les choses. Tu les choisis aussi. Je les choisis déjà. Et surtout, j'arrive en tant que consultante. Donc, le positionnement, en fait, le rapport de force est hyper différent que si j'étais salariée dans une boîte. Là, je suis beaucoup plus en capacité de leur dire « Bah oui, mais non. En fait, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et attends, je te montre, il n'y a pas de souci. On fait comme ça. » Et mes clients l'entendent vachement plus parce qu'en plus, ils payent mon expertise pour être là. Donc, du coup, c'est un discours qui passe vachement mieux. Et c'est juste une histoire de positionnement social, en fait. C'est juste que, en étant positionné en dessous de quelqu'un, c'est quelque chose qui passe pas. Mais en étant positionné en tant qu'indépendant, ça passe. Donc, je fais exactement la même chose, mais dans une position sociale qui passe mieux, quoi. Ok, donc ouais, c'est ça. Donc de repartir à ton compte, ça a été une des premières actions que tu as mis en place derrière. Aujourd'hui, tu trouves un équilibre donc pro-perso. Déjà, voilà, sur cette histoire de relation à la hiérarchie, être capable de dire les choses comme j'ai envie de les dire. Et puis aussi par rapport à exactement la spécialité professionnelle qui me va le mieux. J'ai enfin découvert les termes de growth. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être mieux le terme de growth hacking. C'est le terme un peu plus connu aujourd'hui dans le marketing digital, on va dire. Moi, je fais plutôt de la growth strategy. Donc, c'est vraiment littéralement quel type de stratégie on va mettre en place pour aider un client à acquérir des clients, retenir ses clients, activer ses clients, fidéliser ses clients. Je fais un petit peu de technique aussi, mais je fais surtout de la stratégie. Et en fait, là où ça a été une révélation pour moi, c'est que je connaissais déjà ces métiers-là, mais j'ai eu la chance de faire une formation au mois de décembre. Donc, c'était vraiment en plein dans ma phase d'acceptation. Les petites étoiles qui s'alignent, quoi. Et j'ai fait donc une formation de 3 jours à Paris dans l'agence 2UO, qui est une des meilleures, si ce n'est la meilleure agence de growth en France. Avec notamment Brice Morin. Brice, si tu m'entends, big up. Hello Brice. Salut Brice. Et en fait, alors j'ai appris plein de choses d'un point de vue technique et ça c'était cool. Mais surtout, en fait, j'ai découvert que le growth, c'était pile poil ce qui correspondait à ma personnalité. Et c'est en ça que ça a beaucoup changé ma vie, c'est que ça m'a obligée à me poser justement les bonnes questions par rapport au type de métier que je voulais faire. Et dans le growth, il faut être créatif. Il faut savoir rebondir facilement, vraiment très facilement, avoir tout le temps un plan B, de toujours trouver des nouvelles façons de faire les choses, de voir les choses de manière très macro, surtout en growth strategy par rapport au growth hacking, mais il faut être capable de voir le système pour tout ce qu'il est en fait, c'est-à-dire la croissance d'une entreprise dans toute sa complexité. Et en fait, tout ça, c'est des choses que je suis intrinsèquement. Les HPI ont intrinsèquement une vision très globale des choses, des systèmes en fait, peu importe le type de système, un système politique, un système mécanique, etc. On a toujours une vision très très globale. On trouve très facilement des réponses aux choses. On fonctionne très très vite en fait, au-delà de la capacité mentale un peu supérieure. C'est surtout qu'on fonctionne très vite par rapport à la normale. Et puis on est très curieux en fait. Moi, j'ingurgite une quantité de contenu par semaine qui est quand même assez importante. Je me forme constamment, je suis constamment en train de lire des choses qui sont pas du tout dans ma branche, mais parce que ça m'intéresse. Et donc du coup, j'agrège beaucoup de connaissances. Et ça, c'est pareil, c'est très pratique dans le growth. Donc en fait, là où ça a été un alignement des planètes, c'est que vraiment, j'ai fait le rapprochement et je me suis dit, mince,
Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mes qualités, les choses dans lesquelles je suis bonne, et que j'essaie de trouver un métier qui colle. Et en fait, ça colle parfaitement. Je vais pas être bonne dans des trucs très, 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 très pointus, parce que je serai jamais intéressée par un système... par exemple, on va partir sur le référencement web, le SEO. Je serai jamais une craque du SEO. Tu seras jamais experte à 100%. Je serai jamais 100%. experte du SEO. Parce mais que tu as le des SEO... très très bonnes connaissances et notions de base qui te permettent voilà. derrière mais par d'aider contre, les boîtes. je suis bonne à faire marcher le SEO avec des techniques de SIA, avec d'autres plein de techniques de social selling, etc., etc. Mais juste comprendre un truc dans sa finalité globale, ça m'emmerde. Par contre, j'aime vraiment bien comprendre le tout, en fait. Et ça, c'est très HPI. Et donc, du coup... si vous êtes HPI, si vous vous reconnaissez dans ce discours-là, le seul vraiment conseil que j'aurais à vous donner, c'est déjà 1, faites-vous tester, et 2, arrêtez d'aller contre vous, en fait. Faites avec vous, et vous verrez, oh là là, la vie, elle est tellement plus simple, et vous souffrirez tellement moins des choses que vous n'arriverez pas à accomplir. Petite métaphore de l'échec. Mais en fait, c'est juste ça, c'est juste que vous allez essayer de faire des trucs qui sont pas vous, donc forcément ça marche pas. C'est ça. Bah écoute, trop bien. Franchement, merci beaucoup pour ce témoignage hyper intéressant, hyper atypique du coup, j'ai envie de dire. C'est Camille. exactement ce que je suis. Trop cool. Mais c'est pas fini. On n'en a pas fini là, parce que du coup maintenant on va passer aux questions pour la mention. Oh yes. Ta-da-ta. Question pour la mention. Et donc la première question, Camille, c'est pour toi. Quelles sont les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? C'est compliqué, mais on va dire que je vais dire mes vertus. La loyauté. C'est pour moi, c'est une des choses sur lesquelles j'obsède. J'ai une loyauté indéfectible pour mes amis. Mes amis peuvent me demander n'importe quoi, je le ferai. Et c'est un truc sur lequel je bute beaucoup. C'est que je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas le même niveau de loyauté par rapport à moi. Ça fait partie des choses que je travaille. Mais donc, du coup, la loyauté, pour moi, c'est vraiment la base de tout. Et notamment dans le milieu du travail, la construction d'un network, d'un réseau qui est hyper fort et qui se renvoie la balle, c'est hyper important pour moi. Et big up Noémie. Ça, voilà, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Donc, ça, c'est une belle vertu. Ne jamais s'arrêter d'apprendre. Ça marche, bon, pour les connaissances pratiques, techniques, professionnelles et tout ça, mais je trouve que ça marche aussi pour le développement personnel. Et en tout cas, pour moi, le développement personnel, je pense que ça s'arrêtera jamais. Je pense que jusqu'à mon dernier jour, je continuerai d'essayer de m'améliorer et en tout cas de me comprendre. Ce qui, je pense, déjà a gagné un bon boost sur les 12 derniers mois, mais oh boy, c'est pas fini. C'est un perpétuel apprentissage. C'est un perpétuel apprentissage et... En fait, la quête du bonheur, c'est la quête de la connaissance de soi. 3 petits points. Ce sera le titre. Je pense que, en fait, ça revient à ça, quoi. C'est comment comprendre comment son système à soi peut s'appliquer dans le monde et comment on peut trouver sa place, en fait. Le bonheur, je pense que c'est à peu près ça. Il est propre à chacun, clairement. Il est propre à chacun. Et du coup, moi, en tout cas, j'ai gagné une sacrée clé, quoi, dans la compréhension de tout ça. Et j'en suis super contente. Et la dernière chose, c'est la justice sociale, boy. Oh boy, comme tu dis, ouais. La justice sociale. Mon gros pet peeve en ce moment, excusez-moi, ma grosse marotte en ce moment, c'est la non-représentation des femmes dans le digital aujourd'hui. Et vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve de plus en plus. Je ronge mon frein parce que c'est l'été et qu'il n'y a plus personne sur LinkedIn. Mais je pense que dès la rentrée, je vais bien vous emmerder là-dessus et que je vais parler publiquement sur cette question parce que j'en ai marre de voir autant d'hommes prendre la parole, ce qui est bien, mais qui ne donnent la parole qu'à d'autres hommes. Et d'ailleurs, merci Enzo, puisque tu fais un effort véritable. C'est pas un effort, c'est un plaisir. C'est normal. Moi, j'insiste sur la parité. Justement, je veux faire plusieurs saisons. La saison 1, il y a eu 5 mecs, 5 nanas. Là, on est reparti sur la même chose. Et ce sera comme ça en permanence. C'est hyper important. Donner la parole aux femmes, en fait. Et ça m'énerve de ne pas voir ça. Et alors, niveau plus, la parole aux personnes racisées. Et alors, quand on est une femme racisée, encore plus, je fais ce que je peux de mon côté, mais... il serait grand temps que les hommes blancs cis de LinkedIn donnent la parole un petit peu aux autres. Donc voilà, mes 3 trucs qui sont vraiment pour le coup des trucs à moi. Donc on a dit loyauté, on a dit... Connaissance de soi. Connaissance de soi.
et la justice sociale. Bah écoute, c'est des belles vertus encore une fois. Atypique, première fois qu'on donne ces trois-là. C'est ça qui est génial, à chaque fois c'est toujours une réponse différente. Prochaine question, Camille. Est-ce que tu as un livre, un film ou une série que tu aimerais conseiller, que tu as kiffé, que tu aimerais partager ? Alors, on a beaucoup, grande consommatrice de culture ici, grande consommatrice de Netflix notamment. Madame C.J. Walker, par exemple, je vais vous donner un truc facile. Sur Netflix, Madame C.J. Walker, je crois qu'il y a juste 4 ou 5 épisodes, c'est une mini-série. Alors, ce que je lis ou ce que j'écoute, c'est souvent autour de biographies de femmes. J'aime bien découvrir de nouvelles figures féminines qui ont changé le monde et dont je ne connaissais pas l'existence. Madame C.J. Walker en fait partie. C'est une des première femme millionnaire aux États-Unis, qui est donc une femme noire, qui a lancé une gamme de produits pour les cheveux et surtout la première chaîne de salon de coiffure aux États-Unis. Voilà, le truc qu'on ne connaissait pas du tout. Et donc, il y a une mini-série sur Netflix. Et alors, on apprend plein de trucs, mais en plus de ça, qu'est-ce que c'est beau visuellement. C'est une petite pépite visuelle. D'un point de vue photographie, c'est merveilleux. C'est riche, c'est drôle. Juste courez, c'est merveilleux. Ça fait trop du bien à l'âme et aux zygomatiques. Trop stylé. 5 épisodes, tu dis, du coup ? Je crois, ouais, c'est très peu. Ça va être entre 4 et 6. Mais il n'y en aura pas d'autres. Non, il n'y en aura pas d'autres. C'est une mini-série qui vraiment retrace la vie de cette femme. Trop stylé. Et c'est Octavia Spencer qui la joue. Donc, une super actrice qui a fait des merveilleux rôles dans toute sa carrière. Et vraiment, allez-y. Et un cast quasiment exclusivement noir. Trop stylé. Donc, ça fait vraiment du bien de voir des séries comme ça. Parfait. Allez-y. Madame C.J. Walker, t'as dit ? Madame C.J. Walker. Ok, ouais. Parfait. C'est noté, je le mettrai en description. Et dernière question, c'est quoi ton prochain objectif maintenant, Camille ? C'est de continuer sur cette lancée de mouler ma vie pour qu'elle me convienne et non pas le contraire. Me mouler pour que je convienne à la vie que je me suis dessinée. Donc ça, ça fait donc moins d'un an. C'était en octobre 2019 que j'ai découvert ma douance. Donc c'est en continu. Et donc la suite pour moi, ça va être de transformer l'essai en fait par rapport à ma carrière professionnelle. Je pense que je vais continuer à faire du growth au moins pour les 2 ans à venir. Et après, je sais pas. Ça m'a toujours un peu posé le problème de pas savoir où est-ce que je me dirige d'un point de vue professionnel. Mais donc, du coup, depuis quelques mois, en fait, je me fous la paix là-dessus. Je me dis, de toute façon, tu sais jamais où tu vas. Tu prends toujours les portes qui s'ouvrent au moment où elles s'ouvrent. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Et donc, t'as ouvert celle-là, tu kiffes, tu verras jusqu'à temps que t'en aies marre. Je kiffe. Quand j'en aurai marre, j'en aurai marre. Trop bien. Et en fait, peut-être que ça sera un pas de côté. Peut-être que je vais évoluer sur une nouvelle discipline. Peut-être que je vais monter une agence, who knows. Il n'y a encore pas d'agence growth sur Nantes. Je ne sais pas. Et en fait, je me fous la paix, en fait, là-dessus. Et je me dis juste, tu sais quoi, Cam, fais ce qui te plaît quand tu le sentiras. Et c'est ma définition de mon bonheur. Trop bien. Avant que moi, je te foute la paix, du coup, il y a un petit rituel pareil de fin dans Phoenix, avant qu'on se quitte. C'est là tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que tu peux résumer ça en une phrase, genre ? C'est ton moment de fin, c'est ta punchline, c'est une phrase ou deux, compte pas, tu vois. Peut-être que les échecs de votre vie sont pas vraiment des échecs, en fait. Regardez la matrice dans laquelle vous les mettez. Peut-être que c'est pas juste la bonne matrice, en fait. Réévaluez votre matrice. Peut-être que du coup, vos échecs sont pas vraiment des échecs. Bim. Parfait. Trop cool. Écoute, franchement, merci beaucoup Camille, c'était un super moment, je pense que les auditeurs vont kiffer aussi. J'espère. Et sinon, désolé. Allez regarder Madame C.J. Walker. Non, franchement, trop cool, merci pour ton temps. Tout, bien sûr, tout le meilleur pour la suite, tout le bonheur. Merci. Même si là, comme tu dis, t'es plutôt bien parti, donc ça fait plaisir. Ça a l'air pas trop mal parti. C'est cool. On verra. Écoute. Peut-être qu'il y aura un bis où je vous dirai « Oh mon Dieu, ma vie est horrible !» Non, on te le souhaite pas. Mais en tout cas, franchement top. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. Hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi parce que clairement, le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram
Phoenix Podcast ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.